Bien, mesdames, messieurs, nous démarrons le conseil municipal du 10 juillet. No Hervé, présent. Agnès Bourget. Présent. Jean-Christophe Faès. Présent. Claire Guilhu. Présent. Loïc Chussot. Présent. Isabelle Coirier. Présent. Hugues Brianceau. Présent. Dominique Poiroux. Présent. Didier Quérault. Présent. Carole Derchabois. Présent. Jean-Louis Gaglione. Présent. Nathalie Font. Présent. Philippe Audubert. Martine Métayer, présent. Roland Bouillet, présent. Jacques Pinault, présent. Jean-Max Boreau, présent. Annie Hervouette, présent. Agnès Cabaret-Martinet, Jean-Michel Sokoja, Pierre Kénéa, Alain Géant, présent. Anas Cabage, présent. Sylvie Landier, Fabienne Deletan, Franck Letrouvé, Anaïs Gallet, Catherine Desgranges, Eva Pacro, Isabelle Leray, absente. Pouvoir à Martine Métayer. Benjamin Gélusso. Présent. Cécilia Burgot. Nicolas Mabon. Maxime Vendée. Juliette Bretéché. Gérard Allard, absent. Pouvoir, Yves Mosser. Yves Mosser. Présent. Véronique Charbonnier. Hélène Bugeaud-Gergaud. Absente. Il y a un pouvoir pour Monsieur Nicolas. François Nicolas, présent. Yannick Louarn, présent. Laurent Le Forestier, présent. Et Sophia Benani. Absent. Pouvoir pour Monsieur Le Forestier. Merci. Alors. Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est un immense honneur pour moi ce soir de mener excusez-moi, le premier conseil municipal de ce nouveau municipe. Nous avons beaucoup de travail devant nous et je sais que l'équipe majoritaire ainsi que l'ensemble du conseil municipal sauront relever ce défi. La période est pour chacun d'entre nous particulière. L'équipe municipale nouvellement élue prend ses fonctions au mois de juillet, situation inédite, et nous avons ce soir à désigner notamment les délégations des membres de la majorité. Tout cela dans le cadre du respect du protocole sanitaire, en raison de l'épidémie qui est toujours présente et qui nous oblige à conserver les règles de sécurité. J'en profite pour remercier les services de la ville qui nous permettent ce soir de tenir ce conseil municipal dans les meilleures conditions. Ce soir, vous l'aurez remarqué, nous sommes toutes et tous masqués et les procédures sanitaires ont été renforcées. En effet, nous avons eu connaissance dans la journée d'une suspicion de Covid-19 au sein de l'équipe municipale. Je tiens à vous rassurer, si le dépistage de notre collègue a été souhaité, c'est en raison des recommandations actuelles qui imposent automatiquement, en cas de symptômes, un test. L'avis médical préalable est rassurant, mais il est normal de procéder ainsi pour la sécurité de chacun. Mes chers collègues, un nouveau municipe s'engage définitivement ce soir. Nous avons, et c'est une nouveauté, plus d'élus et plus de délégations qu'à l'accoutumée et par rapport au dernier mandat municipal. C'est un souhait de notre nouvelle majorité, accorder à chaque élu une délégation, des responsabilités, des dossiers. Car si nous souhaitons opérer un vrai changement, celui-ci doit se faire au cœur d'une organisation renouvelée et dans une architecture nouvelle. Il s'agissait aussi d'un engagement de notre campagne électorale, proposer un renouvellement. Mais ce renouvellement n'est pas anodin. Les élus qui m'entourent connaissent Rezé, y sont engagés
y travaillent pour beaucoup. Et je rajoute que la majorité municipale est un mélange équilibré de quelques élus expérimentés, puisque certains ont déjà exercé un mandat municipal, et de nombreux élus qui s'engagent aujourd'hui pour la première fois et qui seront, je le sais, totalement investis dans la tâche qui est dorénavant la leur. C'est pourquoi, et vous le verrez lors de la présentation des délégations, nous avons souhaité organiser notre municipe et notre action publique autour de pôles qui seront au nombre de 7 et qui correspondent à notre volonté de regrouper les délégations afin qu'un travail collectif et harmonieux puisse s'opérer pour les Reuséennes et les Reuséens. Ces pôles ne correspondent pas à un simple regroupement de politiques diverses ni de services, mais bien à l'idée même que l'action municipale doit s'appréhender et s'engager collectivement et en transversalité. Ces pôles seront pilotés par des adjoints coordinateurs qui auront la responsabilité d'animer et de coordonner les adjoints et conseillers délégués. En tant que maire, je laisserai toute la liberté aux élus de dialoguer, de proposer, de travailler avec les services de la ville et pour les habitants. Nous savons que l'organisation que nous proposons est novatrice et elle sera à la hauteur de l'engagement qui est le nôtre, celui de réussir et de permettre à chacune et à chacun de bien vivre dans notre ville. J'ai zappé un truc, c'est de proposer à Madame Bourget d'être secrétaire de séance de ce conseil municipal. Désolé Madame Bourget, acceptez-vous? C'est gentil. Alors les délégations sont organisées autour de 7 pôles, disais-je. En 1, Agnès Bourget, première adjointe, pilote le pôle ressources. Elle aura elle-même en charge les ressources humaines, les formalités administratives, les assemblées. Elle coordonnera les délégations suivantes. Les finances et la commande publique, dont la délégation est donnée à Nathalie Font, 11e adjointe. L'informatique et les nouvelles technologies, dont la délégation est attribuée à Jacques Pinault, conseiller municipal délégué. Le patrimoine mobilier et immobilier, dont la délégation est attribuée à Anas Cabage, conseiller municipal délégué. En 2, M. Jean-Christophe Faès, 2e adjoint, est en charge du pôle tranquillité publique, prévention, conciliation. Il exerce une délégation de fonctions concernant la prévention de la délinquance, le projet d'évolution, réflexion autour d'une éventuelle police municipale. Il coordonne les délégations suivantes, la médiation, dont la délégation est donnée à M. Alain Géant, conseiller municipal délégué. Le développement des partenariats en lien avec la politique de la ville, interface avec Nantes Métropole sur l'occupation du domaine public, dont la délégation est affectée à Madame Isabelle Leray, conseillère municipale déléguée. Enfin, la police administrative et police spéciale, dont la réglementation de la publicité extérieure, la sécurité des ERP, des établissements recevant du public, dont la délégation est affectée à Monsieur Roland Bouillet, conseiller municipal délégué. En 3, Claire Guillu, 3e adjointe, est en charge du pôle aménagement, paysage et écologie. Elle exerce une délégation de fonctions concernant les droits des sols et le développement durable Agenda 2030 et l'animation de la Maison du développement durable. Elle coordonne les délégations suivantes. Projet d'aménagement Nantes Métropole, dont les AC, le suivi, révision, modification en lien avec la métropole, du Plume, dont la délégation est donnée à Martine Métayer, conseillère municipale déléguée. Les paysages espaces verts, dont la délégation est donnée à Nicolas Mabon, conseiller municipal délégué. Les déplacements, intermodalités, intra-Reusé, dont la délégation est affectée à Agnès Cabaret-Martinet, conseillère municipale déléguée. Les transitions écologiques et énergétiques, dont la délégation est donnée à Jean-Louis Gaglione, 10e adjoint. La forêt urbaine et les relations avec les entreprises sur le volet environnemental et les nuisances, ainsi que les établissements classés, dont la délégation est donnée à Isabelle Leray. Coordination économie circulaire, économie sociale et solidaire, dont la délégation est attribuée à Eva Pacro, conseillère municipale déléguée. Enfin, le développement économique et commerce de proximité, dont la délégation est attribuée à Pierre Kénéa.
En 4, Loïc Chussot, 4e adjoint, est en charge du pôle Solidarité Inclusion. Il exerce une délégation de fonction pour l'action sociale et la politique en faveur des populations spécifiques et l'orientation de la politique en matière d'accueil et d'accompagnement des migrants. Il coordonnera les délégations suivantes. Politique publique en faveur des personnes âgées et de la santé publique, dont la délégation est assurée par Philippe Audubert, 12e adjoint. Politique publique pour l'intégration des personnes handicapées, dont la délégation est donnée à Franck Letrouvé, conseiller municipal délégué. Politique en faveur de l'égalité femmes-hommes contre les discriminations et les situations d'urgence sociale, dont la délégation est attribuée à Cécilia Burgot, conseillère municipale déléguée. Politique de l'habitat et du logement, déclinaison et suivi du PLH, la coordination avec les projets urbains, dont la délégation est donnée à Martine Métayer, conseillère municipale déléguée. Politique de la ville et interface avec Nantes Métropole, dont la délégation est donnée à Pierre Kénéa, conseiller municipal délégué. 5. Isabelle Coirier, 5e adjointe, est en charge du pôle enfance-jeunesse. Elle exerce une délégation de fonction concernant l'éducation, la caisse des écoles et la concertation sur son projet d'évolution, les loisirs des enfants et la gestion du partenariat avec l'association Arpège. Elle coordonne les délégations suivantes, confiées au conseiller municipal délégué ci-dessous désigné. Petite enfance, dont le champ est délégué à Jean-Max Boreau, conseiller municipal délégué. Politique de restauration, dont le champ est délégué à Jacques Pinault. Jeunesse, loisirs, projets individuels et collectifs, dont le champ est délégué à Dominique Poiroux, qui est donc là. Adjointe, je ne sais plus. 6. Monsieur Hugues Brianceau, 6e adjoint, est en charge du pôle animation de la cité, relations sociales. Il est en charge des politiques culturelles et de la communication. Il coordonne les délégations suivantes, confiées aux adjoints et conseillers municipaux délégués, désignés par les politiques sportives et équipements sportifs, dont la délégation est donnée à monsieur Didier Quérault, 8e adjoint. La logistique et coordination des manifestations sportives, dont la délégation est donnée à Jean-Max Boreau, conseiller municipal délégué. Les événements, fêtes et animations de la ville, dont la délégation est attribuée à madame Sylvie Landier, conseillère municipale déléguée. L'animation touristique, interface avec Nantes Métropole, dont la délégation est donnée à monsieur Anas Cabage, conseiller municipal délégué. J'aurai moi-même, sous ma responsabilité, les domaines relevant de la délégation démocratie, vie associative. Et je coordonnerai les délégations suivantes. Coordination des instances et suivi de la charte citoyenne, dont la délégation est affectée à Pierre Canéa, conseiller municipal délégué. La vie associative et l'office municipal des associations, dont la délégation est donnée à Carole Der-Chabois, 9e adjointe. La coopération internationale, dont la délégation est donnée à Fabienne Delétang, conseillère municipale déléguée. L'animation des quartiers, dont la délégation de fonction est donnée à Dominique Poiroux, qui est donc la 7e adjointe, pour la coordination des élus de quartier. Lesquels élus de quartier sont, sur le quartier Hôtel de Ville, Dominique Poiroux, sur 30 Moules-les-Îles, Benjamin Gélusseau, conseiller municipal délégué, sur le château, Annie Hervouette, conseillère municipale déléguée, Pont-Rousseau, Juliette Bretéché, conseillère municipale déléguée, à la Blordière, Jean-Louis Gaglione, qui est 10e adjoint, à Ragon, Anaïs Gallet, conseillère municipale déléguée, et à la Houssaye, Roland Bouillet, conseiller municipal délégué. Enfin, vous précisez les élus métropolitains qui assureront le suivi des thématiques suivantes auprès de Nantes Métropole. Moi-même, en charge de la coordination des grandes politiques publiques, madame Isabelle Leray, en charge de la lutte contre les pollutions, la prévention des risques et notamment des risques majeurs, l'aménagement et le suivi des promenades le long des cours d'eau et à la valorisation des espaces naturels à vocation de loisirs, d'éducation de l'environnement. Monsieur Pierre Kénéa, que je félicite chaleureusement pour son élection en qualité de 3e vice-président de Nantes Métropole, en charge de la politique de la ville,
assurera également l'interface sur les questions liées à la démocratie, le développement économique, l'emploi, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Les 5 élus métropolitains de la majorité ont été élus ce matin au bureau métropolitain. Voilà, je vous propose de passer à la première délibération, sauf si quelqu'un voulait s'exprimer. Alors, la première délibération, c'est l'adoption de la charte éthique de l'élu. Lecture par Madame Bourget et par Monsieur Faes. Bonjour. Pourquoi cette charte éthique aujourd'hui à l'ordre du jour du conseil municipal ? Chaque élection se traduit de plus en plus par une désaffection profonde et grandissante des électeurs. Les abstentionnistes sont de plus en plus nombreux. Rezé n'échappe pas à ce phénomène durable. Déjà, en 2014, à peine plus d'un électeur sur 2 s'était déplacé au second tour des élections municipales. Cette année, c'est seulement un peu plus d'un électeur sur 3 qui est allé voter. Et la crise sanitaire n'est pas la seule explication. Ce phénomène est l'un des aspects d'une crise profonde de notre démocratie qui dépasse Rezé. Mais nous nous devons, à notre échelle, de proposer des réponses à cette perte de confiance des citoyens envers leurs représentants, envers la politique. C'est l'une des motivations profondes de notre projet municipal. Cette charte des élus n'est évidemment ni une solution miracle, ni la seule réponse possible et nécessaire à cette crise. Mais notre manière d'exercer notre fonction d'élu, notre pratique de la politique municipale sont un préalable indispensable à la reconstruction d'un lien de confiance avec les habitants. C'est le sens de ce travail. Lors du premier conseil municipal, vous avez eu lecture de la charte prévue dorénavant par la loi. Nous voulons la clarifier davantage, aller même plus loin dans ses exigences, toujours dans le même objectif, de permettre de retrouver la confiance. Cette charte, vous en avez eu connaissance, vous l'avez reçue, elle est organisée autour de 3 axes. Un premier autour d'engagement individuel, un second qui aborde le fonctionnement de la ville de manière plus globale, et enfin un troisième axe autour de la transparence nécessaire. Nous n'allons pas vous la relire en détail, mais simplement insister sur quelques points qui nous paraissent essentiels. Donc le premier axe porte sur l'éthique personnelle des élus. Nous souhaitons des élus irréprochables. Pour cela, nous veillerons dans nos échanges au respect des personnes, adopterons un langage mesuré et nous nous interdirons tout écart de conduite. Nous adopterons une attitude éco-responsable dans l'exercice de nos missions. Nous ne participerons à aucun vote décisionnel si nous sommes de près ou de loin intéressés dans cette délibération ou décision. Nous rejetterons toute forme de clientélisme ou de communautarisme. Nous refuserons toute gratification, tout cadeau, tout voyage qui nous serait proposé en dehors de toute délégation officielle de la ville. Nous nous engagerons à démissionner immédiatement si au cours du mandat, nous perdons tout lien avec la ville justifiant de notre inscription sur les listes électorales. L'emploi d'un membre de la famille d'un élu à la mairie ou dans un organisme lié à la ville ne sera pas favorisé et obéira aux procédures normales de recrutement. Nous voulons des élus disponibles, pas de cumul de mandats, pas de cumul de fonctions de conseiller métropolitain et de maire adjoint. Le maire ne sera pas vice-président de la métropole. Vous avez... Pardon, c'est pas fini. La deuxième partie, vous l'avez compris, concerne davantage le fonctionnement de la ville. J'en reprendrai simplement 2 aspects. Un engagement que nous prenons de la rédaction d'un code d'éthique et de déontologie de la ville qui concernera l'ensemble de la collectivité et de ses acteurs, son fonctionnement global, mais aussi les modalités de prise de décision et de gestion de la commande publique. Nous mettrons notamment en place également les outils nécessaires à une prévention des risques de conflit d'intérêts. Le deuxième point que je souhaite souligner, c'est celui de la place que nous voulons laisser à l'opposition, indispensable au fonctionnement de la démocratie. Nous nous engageons à défendre le droit de l'opposition, à l'expression et à la formation, à lui attribuer, dès que nous les aurons réorganisés, une vice-présidence de commission. L'axe 3 pose les règles de transparence que nous souhaitons appliquer.
La transparence sur les pratiques politiques est une exigence légitime des habitantes et des habitants. Nous nous engageons à la mise en ligne et à la publication sur le site internet de la ville des documents les plus importants. Par exemple, l'ordre du jour et les documents de préparation des conseils municipaux remis aux élus, la liste détaillée des subventions attribuées aux associations, les orientations budgétaires, le montant des frais de représentation, le montant des sommes dépensées pour des opérations de communication, les chartes adoptées en conseil municipal, le montant de toutes les indemnités perçues par les élus. Enfin, pour conclure, l'évaluation des politiques publiques est indispensable au bon fonctionnement de la démocratie locale. Les habitantes et les habitants doivent y être associés. L'Observatoire citoyen des politiques publiques existant sera remplacé par un conseil de surveillance qui verra son rôle et ses moyens renforcés. Il pourra interpeller le conseil municipal. Je vous remercie. Juste pour signaler que vous avez tous eu évidemment la charte dans votre dossier. C'est pour ça que était proposé ce soir un résumé de cette charte par Madame Bourget et Monsieur Faès. Y a-t-il des interventions? Monsieur Nicolas. Merci beaucoup pour cette charte. J'avais juste quelques petites interrogations, mais je ne sais pas si c'est vraiment le lieu là, parce que ça peut être assez long. En première lecture, j'avais une dizaine déjà de grosses questions sur la charte. Mais comme on disait qu'on en parlait, enfin dans la charte que c'était discuté aussi avec l'opposition, je ne sais pas si c'est ici ou juste au moins en dire une, parce que ça, vous n'avez pas cette expérience, mais juste en tant que minorité visible, en fait, c'est toujours choquant d'entendre le mot communautarisme. Pourquoi? Parce qu'il est utilisé, non pas par vous, c'est évident que vous n'êtes pas concerné par ça, mais il est vraiment, vraiment utilisé par toute une fraction xénophobe en fait, ou raciste, qui a là un moyen de désigner en fait, les minorités visibles. Donc le reprendre dans la charte, ça me semble très, très gênant en fait. Voilà. À vous de me dire si c'est le lieu, parce que ça peut prendre du temps, sinon je peux donner toutes mes réflexions sur la charte, je ne sais pas. Peut-être pas toutes, hein, mais quelques-unes. Alors, autrement, il y avait... Mais ce n'est pas le lieu quand même, hein, je précise. Ah, vaut mieux pas alors. Vaut mieux qu'on puisse en discuter après, en fait, ce sera mieux. Aucun problème. D'accord. Madame Desgranges. L'objectif de cette charte est tout à fait louable puisqu'il doit permettre une meilleure compréhension de la part des élus comme des citoyens des droits et devoirs de l'équipe municipale ainsi qu'une meilleure transparence dans les prises de décision et la gestion des affaires de la ville. Nous n'avons jamais trop de démocratie, donc tout outil bien conçu est le bienvenu. C'est un signal important envoyé par le nouveau conseil municipal puisque jusqu'alors, seule la charte légale, beaucoup plus limitée et parfois très floue, s'imposait à Rezé. C'est une avancée prometteuse. Nous sommes d'autant plus satisfaits de cette proposition que nous nous sommes associés à Rezé Citoyenne pour la rédaction de cette charte qui répond à un certain nombre de nos attentes. Cette charte éthique de l'élu sera donc consultable sur le site de la ville. Nous souhaitons qu'elle puisse aussi être modifiable, que ce soit à la demande d'élus comme des Rezéens. Y a-t-il une autre intervention? Madame Charbonnier. Je vous remercie. Merci, Monsieur le maire. S'inscrire localement dans l'action de moralisation de la vie politique, rapprocher l'élu du citoyen, clarifier les principes d'éthique, d'exemplarité et de bonne conduite sont autant de valeurs que nous avons aussi portées durant la campagne. Nous sommes donc sur le principe même de cette charte en accord. Pour autant,
Nous aurions pu penser être associés en amont sur l'élaboration de cette charte, sur cette réflexion, sur cette pratique renouvelée de l'action politique. Tel n'a pas été le cas, dont acte. Conscient des perturbations qu'a connues le mandat précédent, absentéisme de certains élus des différentes commissions de travail et conseils municipaux, surcharge de travail d'autres élus suite aux démissions en cascade, nous avions décidé aussi d'inscrire dans notre programme l'élaboration d'une charte éthique de l'élu. C'est pourquoi nous voterons le principe de cette charte, mais nous resterons très vigilants quant à l'application de son contenu. Et je félicite l'équipe en place d'avoir travaillé sur cette charte qui est très très complète. Merci. Merci. Juste pour répondre aux interrogations, on a eu le conseil municipal d'installation vendredi dernier, vous le savez. On a notre premier conseil municipal ce soir. On va évidemment mettre en place les commissions durant l'été pour que justement le dialogue soit évidemment possible, efficace sur tous les points abordés. Là, excusez-nous, faute de temps, et notamment en lien avec la métropole et toute l'installation de ce conseil municipal et de tout ce qui s'est passé depuis l'élection, c'était un petit peu difficile. Donc, on va évidemment réorganiser les commissions qui permettent aux minorités comme à la majorité de s'exprimer, de dialoguer et d'échanger, bien évidemment. Donc, je vais soumettre au vote cette charte éthique de l'élu, qui est pour l'adoption de la charte éthique. Qui s'abstient? 2. Qui vote contre? Personne. Merci. Délibération numéro 2. Détermination du nombre des représentants du conseil municipal au sein du conseil d'administration du centre communal d'action sociale et élection des représentants. Monsieur Chussot. Oui, merci Monsieur le maire. Bonjour chers collègues. Conformément au Code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration du CCAS, le centre communal d'action sociale, est présidé par le maire. Il comprend en nombre égal au maximum 8 membres élus en son sein par le conseil municipal et 8 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au 4e alinéa de l'article L123-6. Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal. Compte tenu de la population de la commune de Rezé et des activités exercées par cet établissement, Monsieur le maire propose de fixer à 8 le nombre des membres élus et à 8 celui des membres nommés. Selon les dispositions de l'article R123-8 du Code de l'action sociale et des familles, les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, et le scrutin est secret. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre des candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer ce soir à 8 le nombre de membres élus et à 8 le nombre de membres nommés au sein du conseil d'administration du CCAS, et de procéder à bulletin secret à l'élection des élus municipaux qui seront membres du conseil d'administration du CCAS. Et il est proposé une liste unique avec les noms suivants, donc moi-même en titulaire, Martine Métayer en titulaire, Isabelle Leray titulaire, Franck Letrouvé titulaire, Jean-Louis Gaglione titulaire, Isabelle Coirier titulaire, Jean-Michel Sokoja titulaire, Hélène Bugeaud-Bergeaud titulaire, Jean-Christophe Faès suppléant et Fabienne Deletan suppléant. Petite question préalable. Qui est pour la fixation à 8 membres? Levez la main si vous êtes pour. Qui est contre? Qui s'abstient? J'ai pas bien vu. 4, 5. Donc il y a une liste commune. Vous avez sur votre table le bulletin de vote en question, concernant donc, ne vous trompez pas, c'est bien le CCAS. Et on va avoir les agents qui vont venir pour qu'on puisse voter. J'aurai besoin de scrutateurs.
un pour le groupe majoritaire et un pour chaque groupe d'opposition. Donc je vous propose les plus jeunes des élus dans les groupes concernés, à savoir, parce qu'elle est habituée, Madame Juliette Bretéché pour Rezé Citoyenne, Monsieur François Nicolas pour Bien Vivre Ensemble à Rezé, et Madame Benani pour Rezé Ville de Projet, sauf que Madame Benani est absente, donc c'est Monsieur Le Forestier qui est le plus jeune de ce groupe et que je vous propose comme scrutateur lorsque tout le monde aura voté. Donc, j'invite les scrutateurs à aller sur la table du fond pour pouvoir compter.
Merci. Donc les résultats. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne 43. Bulletin blanc 3. Suffrage exprimé 40. Donc la liste présentée et proposée par Osez Citoyenne a obtenu 40 voix. Il s'agit donc de Loïc Chussot, Martine Métayer, Isabelle Leray, Franck Letrouvé, Jean-Louis Gaglione, Isabelle Coirier, Jean-Michel Sokoja et Hélène Bugeaud-Gergaud, élus au CCAS. Merci beaucoup. Délibération numéro 3. Les représentants du conseil municipal au sein de la commission d'appel d'offres, modalité de dépôt des listes. Madame Font. Je suis amenée à vous présenter ce soir 2 délibérations portant sur un même sujet, la mise en place de la commission d'appel d'offres, appelée CAO, de la ville de Rezé. La première délibération est un préalable. Il s'agit en effet de délibérer sur les modalités de dépôt de liste pour l'élection de la CAO. La deuxième délibération portera sur l'élection en elle-même et l'adoption du règlement intérieur de la commission d'appel d'offres. Donc pour la première, il s'agit de la délibération portant sur les modalités de dépôt de liste pour procéder à l'élection des représentants du conseil municipal au sein de la commission d'appel d'offres. Je vous précise que conformément au Code général des collectivités territoriales, la commission d'appel d'offres pour les communes de plus de 3 500 habitants est présidée par le maire ou son représentant et qu'elle est composée de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants de l'Assemblée délibérante qui sont élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, avant de procéder à cette élection, nous devons, conformément à l'article D 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, fixer les conditions de dépôt des listes. À ce titre, il est précisé que les listes sont déposées ou adressées au secrétariat de l'Assemblée avant le jeudi 9 juillet à 12 h, qu'elles pourront compter moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, et qu'elles devront indiquer les noms et prénoms des candidats au poste de membre de la commission d'appel d'offres. Cette délibération porte sur modalité d'ordre juridique. Elle est également l'occasion de procéder à l'abrogation de l'ancien fonctionnement de la commission d'appel d'offres, mis en place sous le précédent mandat, en proposant d'abroger la délibération en date du 25 avril 2014. Cette délibération portait sur l'institution et le fonctionnement de la commission d'appel d'offres pour la période 2014-2020. Cette abrogation étant un préalable nécessaire à la mise en place d'un nouveau mode de fonctionnement. Je vous remercie pour votre attention. Donc nous allons procéder au vote de cette délibération sur les représentants, les modalités de dépôt de liste pour la commission d'appel d'offres. Je soumets donc au vote. Qui est pour? Qui est contre? 2. Qui s'abstient? Délibération numéro 4. Élection des représentants du conseil municipal au sein de la commission d'appel d'offres et adoption de son règlement intérieur. Comme l'a dit Madame Font tout à l'heure, c'est Madame Font qui reprend la main. Donc je ne vais pas rappeler les dispositions législatives que j'ai présentées dans la précédente délibération sur la composition de la CAO. Je précise toutefois qu'il s'agit d'élire par vote à bulletin secret, selon le principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel, les membres de la commission d'appel d'offres instituée à titre permanent. Également, je rappelle le rôle de la CAO, qui est de choisir les titulaires pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée et d'émettre un avis sur tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5%. Les seuils des procédures formalisées déclenchant la compétence de la CAO sont des seuils européens fixés à 214 000 € hors taxes pour les marchés publics de fourniture et de services des collectivités territoriales, 5 350 000 € hors taxes pour les marchés publics de travaux et les contrats de concession. Au vu de ces montants financiers particulièrement hauts, notamment pour les marchés publics de travaux, il semble intéressant d'octroyer à la commission d'appel d'offres des compétences dites facultatives, afin que cette dernière puisse émettre des avis en dehors de ses compétences obligatoires. Plus précisément, il est envisagé au titre des compétences facultatives de recueillir l'avis préalable de la CAO pour des marchés de travaux à partir de 214 000 € hors taxes. De solliciter également cet avis pour des marchés de maîtrise d'œuvre, dès que le seuil de 25 000 € hors taxes est
est franchi, car ces derniers comportent un enjeu architectural important pour les projets portés par la ville. Pour mettre en place cette organisation, il vous est proposé d'adopter un règlement intérieur, règlement dont le projet vous a été adressé avec le livret des délibérations. L'adoption de ce règlement va permettre de cadrer les compétences obligatoires et facultatives de la commission d'appel d'offres, ainsi que de définir ses modalités d'organisation. Il vous est donc proposé d'adopter ce règlement, puis de procéder au vote pour l'élection de la commission d'appel d'offres de la ville de Rezé. Je vous remercie de votre attention. Merci Nathalie. Donc je propose au vote du conseil municipal l'approbation du règlement intérieur de la CAO. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 2. Merci. Je vous indique que 3 listes ont été déposées selon les modalités de la délibération précédente. Je propose, comme pour le CCAS, que les scrutateurs, un pour le groupe majoritaire et un pour chaque groupe d'opposition ou de minorité, soient les plus jeunes des élus dans les groupes concernés. Donc Madame Juliette Bretéché, Monsieur François Nicolas et donc Monsieur Le Forestier pourront assurer les fonctions de scrutateurs. Vous avez 3 bulletins de vote. Donc il s'agit maintenant de voter et on pourra savoir à la fin les résultats du scrutin.
Les résultats, donc pour les représentants du conseil municipal au sein de la commission d'appel d'offres, nombre de conseillers municipaux en exercice 43, nombre de bulletins trouvés dans l'urne 43, bulletins blancs ou nuls 0, suffrage exprimé 43, liste Rezé citoyenne 35, liste Bien vivre ensemble à Rezé 5 voix et liste Rezé ville de projet 3 voix. Sont donc élus représentants du conseil municipal au sein de la commission d'appel d'offres en titulaire Franck Le Trouvé, Martine Métayer, Catherine Desgranges, Anas Cabage et Yves Mosser. Et comme suppléants, Jean-Christophe Faès, Jacques Pinault, Agnès Bourget, Didier Quérault et François Nicolas. Je vous précise que Nathalie Font sera chargée de la présidence de la commission désignation par l'arrêté du maire. Merci beaucoup. Délibération numéro 5. Il s'agit de la désignation des représentants de la ville dans les associations et organismes divers. Conformément à l'article L 2121-33 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. Par ailleurs, conformément aux articles R 421-14 et R 421-16 du Code de l'éducation relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement, le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend 2 représentants de la commune, siège de l'établissement, ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public et un représentant de la commune. Cette représentation est réduite à 1 représentant dans les collèges de moins de 600 élèves. Il s'agit donc ce soir de désigner les membres représentant le conseil municipal dans les associations ou organismes pour lesquels une représentation est attribuée par leur statut ou fixée par la loi, et dans les conseils d'administration des collèges et des lycées. Avant tout, on doit procéder au conseil municipal de retenir
on doit retenir, si l'on souhaite, si l'on veut, un vote à main levée concernant les modalités de vote. En effet, les désignations se déroulent théoriquement à bulletin secret, mais il est possible de proposer au conseil municipal un vote à main levée, mais dans ce cas, l'unanimité du conseil est nécessaire. Donc, je vous propose de voter, puisque vous avez eu la liste présentée et communiquée dans votre dossier. Je vous propose, si vous le voulez bien, de dire si vous êtes d'accord pour voter à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, nous allons procéder non pas à main levée, mais à bulletin secret. Donc, on aura encore besoin, évidemment, de nos scrutateurs. Est-ce que vous avez des... Oui, monsieur Le Forestier. Prenez le micro, monsieur Le Forestier. Ça marche comme ça? Je posais juste la question, on n'a pas eu le document concernant cette liste, donc c'est pour ça qu'on ne s'est pas forcément prononcé pour le vote à main levée. Voilà. D'accord. Alors on va le voir, vous l'aurez évidemment. On va décliner ensemble. Alors, on peut le découvrir ici, mais pour moi, même avec des lunettes, j'y arriverai pas. Alors juste un petit là. Donc on va vous distribuer cette liste des représentations. Et on votera pour l'ensemble de la liste. Elle sera d'ailleurs complétée, cette liste des représentations, dans les associations et organismes divers en septembre, lorsqu'on évoquera aussi les conseils d'école et autres organismes ou associations qui n'ont pas été visés là, pour permettre, avant le conseil municipal du mois de septembre, s'il y avait évidemment des réunions, que les titulaires puissent y être invités et connus. Monsieur Mosser ? Oui, je veux bien la parole parce que pour ma part, moi je veux bien qu'on vote à main levée si on présente la liste là avant et on peut voter à main levée ensuite, si tout le monde est d'accord. Ça nous permettrait de gagner du temps, je pense. Oui, c'était l'objectif. Mais avec l'information. Monsieur Le Forestier. Oui, merci. Juste pour vous répondre que maintenant qu'on a la liste, effectivement, le vote à main levée nous paraît beaucoup plus simple. Merci beaucoup. Alors je vais reposer ma question. Évidemment. Est-ce que vous êtes d'accord pour un vote à main levée? Pour? Merci beaucoup. Donc je vous laisse quand même quelques secondes pour la lire, maintenant que vous l'avez, c'est mieux. Et on procédera au vote.
On va procéder au vote. Qui est pour la liste présentée? Qui est pour la liste présentée? D'accord, à l'unanimité, merci beaucoup. Délibération numéro 6. Désignation des représentants de la ville dans les sociétés publiques locales. Conformément à l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, relatif aux sociétés d'économie mixte locale, toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaires a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée. La ville de Rezé est actionnaire de la société d'aménagement de la métropole Ouest-Atlantique, appelée Samoa, à hauteur de 5% du capital de la société publique locale, et à ce titre, il convient de désigner un représentant. Le représentant de la commune pourra exercer toute fonction qui pourra lui être confiée au sein de la société, représentant à l'Assemblée générale et administrateur au conseil d'administration. La ville de Rezé est actionnaire de la société publique locale Nantes Métropole Aménagement, NMA, à hauteur de 3,2% du capital de la SPL et à ce titre, il convient de désigner un représentant. Le représentant de la commune exercera toute fonction qui pourra lui être confiée au sein de la société, représentant à l'Assemblée générale, administrateur ou censeur au conseil d'administration. Je vous propose, pour exercer ces fonctions, de nommer Martine Métayer. Sauf que, évidemment, comme pour la précédente délibération, je vous propose de retenir le vote à main levée concernant les modalités de vote. Soit on accepte ces modalités du vote à main levée, soit on procédera au bulletin secret. Donc, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes d'accord pour retenir le vote à main levée? Pour? Merci. Donc, unanimité. Qui est pour la désignation de Madame Métayer? Qui s'abstient? Donc, 5 abstentions pour 38 pour. Merci. Délibération numéro 7. Répartition des indemnités de fonction attribuées aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux. Les indemnités de fonction des élus sont définies par le Code général des collectivités territoriales, en référence au traitement brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. L'ensemble de ces indemnités doit respecter une enveloppe globale constituée des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et à l'ensemble des adjoints en exercice. Ces indemnités sont définies au regard de la strate de population dans laquelle se situe la commune. Dans le cas de la ville de Rezé, elles peuvent être majorées au regard de la notion de chef-lieu de canton et du bénéfice de la dotation de solidarité urbaine. Dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale ainsi définie, il est proposé de fixer les taux applicables aux indemnités de fonction au regard de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de la façon suivante. Pour le maire, un taux de 78% de l'indice brut terminal. Pour les adjoints coordinateurs, au taux de 19,5% de l'indice brut terminal. Pour les adjoints, au taux de 18% de l'indice brut terminal. Pour les conseillers municipaux délégués, au taux de 9,5% de l'indice brut terminal. Pour les conseillers municipaux délégués et communautaires, au taux de 2,7% de l'indice brut terminal. Et pour les conseillers municipaux sans délégation, au taux de 2,7% de l'indice brut terminal. Je tiens à souligner le fait que ces propositions se traduisent par une enveloppe sensiblement inférieure à celle qui était en vigueur sous le mandat précédent. En effet, alors que le nombre maximal d'adjoints aurait pu désormais être fixé à 16, c'est-à-dire 12 adjoints et 4 adjoints de quartier, nous avons volontairement fait le choix de fixer à 12 le nombre d'adjoints pour ce municipe contre 14 précédemment.
De fait, cette nouvelle répartition se traduira par une moindre dépense évaluée à 55 350 € annuels. J'ajoute que cette enveloppe réduite est désormais répartie entre 43 élus contre 39 précédemment, ce qui aura pour effet de diminuer sensiblement le montant mensuel des indemnités perçues par le maire et les adjoints. Ainsi, l'indemnité du maire diminue de 11%, celle des adjoints coordinateurs de 13% et celle des adjoints de 20%. Par volonté de transparence, je tiens à vous communiquer les montants nets mensuels que percevront les élus au regard de leur délégation. J'attire cependant votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une estimation et qui peut varier selon le niveau de cotisation sociale. Je précise également qu'il s'agit du montant net avant prélèvement à la source. Pour le maire, 3 317 €. Pour les adjoints coordinateurs, 973 €. Pour les adjoints, 898 €. Pour les conseillers délégués, 367 €. Et pour les conseillers métropolitains et les conseillers municipaux, 91 €. Enfin, je précise qu'un élu municipal qui détient plusieurs mandats électifs ou qui, en tant qu'élu, représente sa collectivité au sein de divers organismes ou établissements publics locaux ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération supérieur à 1,5 fois le montant de l'indemnité parlementaire. Y a-t-il des interventions concernant ces indemnités ? Non, alors je soumets donc au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? 8. Merci. Une intervention, Monsieur Gélussot ? Allez-y. Oui, merci Monsieur le maire. Hervé. Mes chers collègues, il apparaît opportun et important aujourd'hui de mettre en lumière les actes fondateurs de ce début de mandat, qui traduisent le cheminement de Rezé Citoyenne depuis maintenant plus de 3 ans. Du travail mené par de nombreux participants sont nées des intentions, lesquelles se sont transformées en engagements vis-à-vis de l'ensemble de la population rozéenne sans distinction. Ces engagements sont aujourd'hui des actes. Notre charte éthique est un socle qui doit garantir l'intégrité de notre travail. Il a été décidé de mettre en application, vous l'avez compris tout à l'heure, une règle relative au cumul des mandats qui va au-delà des textes en vigueur. Ainsi, vous l'avez compris, le maire ne sera pas vice-président de Nantes Métropole. Bien sûr, cela ne le laissera pas sans voix pour faire entendre les intérêts des Rozéens et des Rozéennes. Siégeant au bureau métropolitain, au conseil métropolitain, il participera également à la conférence des maires tous les mois. Ça a été dit. Les conseillers métropolitains de notre majorité n'ont pas de charge exécutive, d'adjoint, d'adjointe au maire. Ainsi, ils seront pleinement à leur tâche à la métropole pour défendre également les intérêts de la ville de Rezé et les enjeux métropolitains. Cela va sans dire qu'ils restent impliqués dans les dossiers de la commune via des délégations le cas échéant ou en commission. Cette organisation a pour objectif, cela a été dit également, de répartir au mieux la charge de travail inhérente aux différentes responsabilités et de favoriser surtout la transversalité et la collégialité, chère à la démarche de Rezé Citoyenne. Cette répartition de fait implique au sein de notre majorité le plus grand nombre d'élus avec une exigence de travail, de dialogue et de réussite. Nous l'avons dit, le conseil municipal est passé de 39 à 43. Monsieur le maire l'a expliqué. Une décision de sobriété a été prise quant à l'enveloppe des indemnités de l'ensemble des élus. Cette position n'est pas anodine. Quand d'autres communes, à l'inverse, prennent, entre autres premières décisions, une orientation à la hausse de ces indemnités individuelles. La sobriété, mot très employé dans de nombreux domaines de politique publique, n'est pour nous pas un vain mot. L'association Rezé Citoyenne poursuit sa route et travaille dès aujourd'hui à la continuité du projet mis en œuvre par notre majorité. Je vous remercie. Merci Monsieur Gélussot. On passe à la délibération numéro 8. Renouvellement des emplois de cabinet. Conformément à l'article 110 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant statut de la fonction publique territoriale, le conseil municipal peut librement décider du nombre maximum de collaborateurs de cabinet
en fonction de la strate démographique de la collectivité, soit 3 pour une ville entre 40 001 et 85 000 habitants. Il est ainsi proposé au conseil municipal le renouvellement de 2 emplois de cabinet, à savoir un emploi de directeur de cabinet et un emploi de conseiller technique, et d'inscrire un crédit annuel de 120 000 € au chapitre budgétaire correspondant. Cette enveloppe reste identique à ce qui était prévu antérieurement. Y a-t-il des interventions concernant le renouvellement de ces emplois? Non? Alors je vous soumets... Si? Pardon, ici. Monsieur Vendée. Merci. Monsieur le maire, chers collègues, historiquement, la ville de Rezé fonctionnait sans direction de cabinet du maire. Le dernier mandat a vu cette fonction occupée pour la première fois, avec un tandem directeur de cabinet assistante. La nouvelle équipe municipale propose un fonctionnement différent, avec 2 postes dans une configuration remaniée, sans relation hiérarchique entre eux, référant directement au maire et au service des élus de Rezé pour leur permettre de remplir au mieux leurs délégations et leurs diverses fonctions. Rezé à gauche toute note le maintien d'une enveloppe budgétaire équivalente qui se traduit dans les faits par une harmonisation des rémunérations entre les 2 emplois. Nous approuvons cette proposition et observerons avec attention, dans les temps à venir, son application concrète pour les élus de la ville. Je vous remercie. Merci. Donc je soumets au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 8. Délibération numéro 9, la mise à jour du tableau des effectifs. Madame Bourget. Merci. Conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois sont créés par l'organe délibérant de la collectivité et la délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Par ailleurs, la mise à jour régulière du tableau des effectifs répond aux besoins et à l'évolution de l'organisation et des activités des services. Chaque vacance ou création de poste donne lieu à une réflexion dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. Je vous propose de ne pas reprendre ce soir toute la lecture du tableau. Néanmoins, je reviendrai sur 3 points. Pour l'essentiel, il s'agit de modifications de postes suite à des départs ou des arrivées qui nécessitent la mise à jour du tableau des effectifs. La création nette de 3 emplois d'ATSEM correspond à l'ouverture de classes en grande section de maternelle. Et enfin, la suppression de 4 postes fait suite à la titularisation des agents sur un grade supérieur, les créations de postes ayant été entérinées lors d'un conseil municipal précédent. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des interventions concernant ce tableau des effectifs? Non? Oui, monsieur Vendée. Merci. Au début du mandat précédent, les groupes de la droite et du centre de l'époque avaient fait la demande d'une modification de la présentation de ces tableaux. Depuis, les suppressions et les créations de postes se font face quand elles concernent un même domaine. Ça a été rappelé. Une amélioration de lisibilité qu'on trouve bienvenue mais insuffisante pour prendre pleinement conscience de l'évolution du nombre global et de la qualité des emplois proposés par la ville. C'était déjà d'ailleurs le sens de nos interventions sur ce même thème aux conseils municipaux de février et juin de cette année dans le mandat précédent. Bien sûr, ces tableaux reflètent une évolution quotidienne qui n'attend pas le conseil municipal. Les suppressions puis créations de postes associés sont ainsi souvent le reflet de la nomination d'agents de grades différents ou d'une évolution, c'est bien entendu. On nous assure cette fois-ci qu'il n'y a globalement pas de suppression de postes, mais sur ce tableau, pour nous, le compte n'y est pas, si l'on additionne simplement les créations d'un côté et les suppressions de l'autre. Les suppressions sans création en regard, notamment, nous interrogent. Par exemple, la suppression d'un poste de menuisier adjoint technique principal à temps complet. Un travail non soumis à une quelconque saisonnalité et qui nous semble d'autant plus essentiel quand on connaît le patrimoine bâti de la ville et les besoins qui en découlent. Est-ce qu'un remplacement sur ce poste, par exemple, est prévu à terme, éventuellement sur un grade différent, ou bien s'agit-il d'une suppression nette d'un poste? Merci par avance pour les compléments d'information que vous pourrez apporter sur ce point précis. Nous réitérons donc notre demande de clarifier la présentation de l'évolution des effectifs,
notamment en faisant apparaître simplement l'évolution réelle des effectifs totaux et des postes occupés, et ce à chaque fois qu'une délibération de ce type est présentée en conseil municipal. On entend que la nouvelle équipe n'a pas pu immédiatement se pencher sur l'intégralité des sujets. Nous choisirons donc cette fois de faire confiance à la parole du groupe majoritaire. Néanmoins, nos remarques ont déjà été faites sur ce point à plusieurs reprises. C'est pourquoi, à l'avenir, notre approbation des futures évolutions des effectifs dépendra de leur présentation claire, explicitée et de leur mise en perspective. Je vous remercie. Madame Bourget, une réponse ? Oui, donc par rapport à la suppression du poste de menuisier, en fait, l'agent a été titularisé sur un poste de grade supérieur. Donc le poste avait été créé lors d'un conseil municipal précédent. Et là, nous entérinons le fait que l'agent a un grade supérieur et donc maintenant est titularisé sur un grade supérieur. Donc je soumets au vote ce tableau des effectifs. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? 4. Merci. Délibération numéro 10. Prime exceptionnelle suite à la crise sanitaire pour le personnel du SIAD. Madame Bourget. Merci. Par délibération du 11 juin 2020, le conseil municipal a attribué une prime exceptionnelle aux agents municipaux mobilisés pendant la période de crise sanitaire. En effet, entre le 17 mars 2020, début du confinement, et le 11 mai 2020, les services de la ville ont déployé le plan de continuité des activités. L'enjeu a été de maintenir et de réorganiser les services essentiels pour la population, d'organiser la gestion de crise et d'assurer la continuité des fonctions essentielles au fonctionnement de la collectivité. Cette période a soumis les agents à des suggestions exceptionnelles, avec d'une part un développement massif du télétravail et une réorganisation des rythmes entre la vie professionnelle et personnelle liée aux problématiques de garde d'enfants, et d'autre part avec des agents exposés sur le terrain au contact du public pour certains, ainsi que des agents redéployés sur des missions différentes de leurs missions habituelles. Néanmoins, à la date du conseil municipal du 11 juin 2020, il n'était pas possible d'indemniser les personnels du service d'aide et d'accompagnement à domicile, ni les personnels des services de soins infirmiers à domicile, car le décret correspondant n'était pas paru. Or, ce personnel, en se rendant au domicile des usagers, a d'une part contribué grandement à la continuité d'un service public essentiel à la population et d'autre part s'est exposé particulièrement au risque Covid-19. Le décret 2020-711 du 12 juin 2020 est venu préciser les modalités de versement de la prime exceptionnelle pour les agents relevant de services sociaux et médico-sociaux, services d'aide et d'accompagnement à domicile, services de soins infirmiers à domicile, en fixant à 1 000 € le plafond de cette prime qui sera exonérée d'impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales. Le conseil d'administration du CCAS, par délibération du 18 juin 2020, a instauré la prime pour le personnel du service d'aide et d'accompagnement à domicile. Il est proposé d'instaurer la même prime pour le personnel du service de soins infirmiers à domicile dans les conditions définies ci-dessous et correspondant à ce qui a été instauré pour les personnels du service d'aide et d'accompagnement à domicile. Les personnels concernés. Les personnels du service de soins infirmiers à domicile, contractuels ou titulaires, qui ont été exposés à la réalisation de missions au domicile d'usagers sur la période allant du 1er mars au 30 avril 2020. La période de référence précisée par le décret numéro 2020-711 du 12 juin 2020 pour ce personnel est différente de la période de référence retenue par la ville pour les autres agents correspondant à la période de confinement. Comme pour les autres suggestions prises en compte par la délibération du 11 juin 2020, il est proposé de retenir 2 niveaux de prime selon que l'agent a été concerné par plus ou moins 15 jours de suggestion pendant la période concernée. Donc, agent exposé par la réalisation de missions au domicile des usagers, suggestion pendant plus de 15 jours, 1 000 €, suggestion pendant moins de 15 jours, 500 €. Il est à noter que l'ARS prendra en charge le montant des primes versées pour le personnel du service de soins infirmiers à domicile. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des interventions à ce sujet ? Yves Mosser. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, ce point 10 et également par anticipation le point 11 et 12 ont été portés par notre équipe municipale lors de la précédente mandature.
Nous ne pouvons que nous réjouir de la continuité des politiques que nous avons menées au service des Reuséens et des Reuséennes. Nous voterons donc les 3 délibérations qui suivent. Nous resterons bien sûr, néanmoins et bien sûr, vigilants, très vigilants, quant aux politiques publiques qui seront mises en place lors de cette nouvelle mandature. C'est notre rôle. Une autre intervention, Jean-Michel Sokoja. Les élus de Rezé à gauche toute s'étaient déjà exprimés à ce sujet lors du conseil municipal du 11 juin dernier. Il est logique pour notre groupe politique d'approuver cette prime. Il serait incompréhensible pour les élus de Rezé à gauche toute de ne pas approuver un avantage salarial qui reconnaît et récompense le professionnalisme des personnels exposés durant la crise sanitaire que nous traversons. À cette prime doit s'ajouter une réflexion de fond avec les personnels et leurs représentants sur l'amélioration des conditions de travail dans cette période particulière et après, dans la durée. L'attribution de cette prime ne doit pas masquer les revendications portées depuis de longues années par le secteur sanitaire et médico-social, aussi bien par les agents de la fonction publique que par les salariés du secteur privé, associatif ou non, à savoir augmentation des salaires, amélioration des conditions, augmentation des effectifs, approvisionnement matériel en quantité suffisante, notamment les masques. Par ailleurs, le dispositif Copavie a été mis en œuvre par la précédente majorité municipale. Rezé à gauche toute en avait souligné les inconvénients, entre autres pour les personnels. Il révèle en effet aujourd'hui des inégalités de traitement au sein des personnels. Comme lors du conseil municipal du 11 juin, nous nous demandons quid des primes pour les personnels des partenaires privés ou associatifs du dispositif. Il nous paraît donc indispensable de remettre en cause ce dispositif. De même, d'autres personnels ont été sollicités et exposés durant la période de la crise, mais ne bénéficieront pas de cette prime exceptionnelle. Sauf erreur de notre part, on peut citer par exemple les personnels de l'Arpège. Enfin, nous remarquons que le montant de la prime versée au personnel de la mairie a été inférieur à celle des personnels du SADESIAD. Sans doute a-t-il été considéré que ces derniers ont été plus exposés que les autres personnels bénéficiant d'une prime. Merci de nous préciser cela si vous le pouvez. Oui, en effet, ça a été discuté avec les partenaires sociaux. Ils ont été considérés comme plus exposés intervenant à domicile. Monsieur Louarn. Oui, merci, monsieur le maire. Chers Reuséennes, chers Reuséens, chers collègues, nous tenons à renouveler nos remerciements à l'ensemble du personnel de la mairie de Rezé qui a œuvré pendant la crise du Covid. Par vos fonctions, vous étiez en première ligne sans interruption au service des Reuséennes et des Reuséens les plus fragiles. Nous souhaitons par ce message vous témoigner de notre pleine et entière reconnaissance pour votre engagement dans les fonctions que vous avez accomplies avec dévouement. Vous avez garanti le maintien des missions de service public reuséennes. Vous étiez pleinement engagé avec générosité à l'égard des personnes âgées, des personnes isolées ou en situation de handicap, qui demandaient une attention de chaque instant. Vous avez assuré, entre autres, les missions de livraison des repas et œuvré pour garder un lien avec les personnes isolées. Merci. Aussi, notre groupe d'élus donnons un accord unanime pour la prime exceptionnelle suite à la crise sanitaire pour le personnel du SIAD. Merci, monsieur Louarn. Je vais donc procéder au vote. Qui est pour cette prime, évidemment? Donc, à l'unanimité, merci. Cette délibération est adoptée. Délibération numéro 11. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Je voudrais juste poser une petite question. Ah, je vous en prie. Puisqu'on est dans le domaine de la santé, je voudrais poser une question. Comme vous le savez sans doute, suite à la vente de leur cabinet, les 6 médecins généralistes exerçant au centre médical du quartier du Château de Rezé doivent arrêter leur activité en octobre prochain. Cette décision met les habitants de ce quartier en danger par défaut d'accès à un suivi médical. En effet, la plupart n'ont pas de moyens de locomotion pour se rendre à un cabinet plus éloigné.
De plus, peu de médecins sur Rezé acceptent de nouveaux patients. Aussi, nous demandons, si ce n'est déjà fait, que la mairie intervienne en urgence et fasse le maximum pour garder un centre médical avec des médecins qui veulent continuer à exercer dans le quartier du château de Rezé. Des démarches ont peut-être été déjà entamées dans ce sens. Si vous pouvez nous préciser ça. Nous partageons bien évidemment la préoccupation exprimée par Rezé à gauche toute. L'annonce de cette fermeture est une très mauvaise nouvelle pour les 4000 patients de la maison médicale et qui risquent de se retrouver sans médecin à partir du 1er octobre. Beaucoup d'habitants nous font d'ailleurs part de leur inquiétude totalement légitime. Je regrette vivement que cette fermeture n'ait pu être anticipée ou évitée et que la nouvelle équipe municipale se retrouve confrontée à cette situation de fait accompli. Dès que j'ai pris mes fonctions, j'ai donc souhaité pouvoir enclencher le plus rapidement possible une démarche concertée visant à trouver une solution d'urgence pour maintenir une offre de soins sur le quartier. Dans les tout prochains jours, avec M. Philippe Audubert, adjoint en charge de la santé, nous rencontrerons le président du Conseil de l'Ordre des médecins, l'Agence régionale de santé et des médecins susceptibles d'apporter leur soutien à cette démarche. Cette rencontre sera également l'occasion de réaffirmer le soutien de la ville au projet de la maison de santé pluridisciplinaire sur le quartier du château, porté par des professionnels de santé présents sur le territoire. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Délibération numéro 11. Rénovation et transformation de maisons en logements pour les familles en parcours d'insertion, approbation de l'opération et demande de subvention. Lecture par Madame Font. La ville s'est engagée depuis octobre 2017 dans un projet volontariste d'inclusion des populations migrantes européennes non sédentarisées présentes sur son territoire. En raison de la tension sur le logement social dans la métropole nantaise et d'une nécessaire progressivité d'accès au logement de ces ménages, la ville a expérimenté ces 2 dernières années des logements SAS temporaires entre les terrains d'insertion et le logement social en direction de ces ménages. Ainsi, des ménages prêts à sortir des terrains, mais qui ne sont pas tout à fait autonomes, ont pu bénéficier de ces maisons-villes pour une période d'environ 1 an. Ce dispositif transitoire, complémentaire des terrains d'insertion, a démontré son efficacité sur les 2 dernières années et la ville souhaite l'étendre afin de permettre à plus de ménages de sortir des terrains puis d'entrer en logement social. Dans cette perspective, 3 maisons appartenant à la ville ou à Nantes Métropole, mais mises à disposition de la ville par convention, ont été identifiées pour être rénovées et accueillir des ménages des terrains. Cette transformation de ces 3 maisons permettra de disposer de 5 logements adaptés à des familles. Les études et travaux de rénovation de ces 3 maisons se montent à 268 333 € hors taxes. L'émergence d'autres besoins, par exemple la question des mineurs migrants ou des femmes victimes de violences, ont généré une pause dans le projet afin d'en redéfinir le périmètre et les objectifs. Il est maintenant nécessaire de relancer ce projet car la ville est éligible à la dotation de soutien à l'investissement local qui prendrait en charge 80% de la dépense hors taxe, soit 215 000 € hors taxe, dans le cadre du projet initial. Ce montant de dotation sera proratisé en fonction du montant réel des travaux effectués. Pour bénéficier de cette aide, il est nécessaire de déposer la demande rapidement, un délai ayant déjà été accordé suite à la période de crise sanitaire. Les travaux pourront être démarrés plus tard, puisque une fois l'accord pour la dotation obtenu, la ville dispose de 2 ans pour définir précisément les objectifs politiques liés à l'usage de ces logements d'insertion à destination principale des migrants européens non sédentarisés et commencer les travaux. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le lancement de l'opération de rénovation et transformation de maisons en logements pour les migrants européens non sédentarisés et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à solliciter les subventions correspondantes. Merci. Y a-t-il des interventions concernant cette opération et l'autorisation du dépôt? Madame Desgranges. Ce projet d'intégration des populations non sédentarisées sur la ville est l'illustration de choix politiques de bien vivre ensemble que nous soutenons. Nous reconnaissons l'implication et les efforts de la ville, de la part des élus comme des services de la ville,
et nous ne sous-estimons pas les difficultés auxquelles ils ont pu être confrontés. Mais nous nous interrogeons sur les résultats présentés. Sauf erreur de notre part, le projet avait pour ambition de loger les 40 familles dans les 2 années qui suivraient. Vous nous annoncez 8 familles qui ont pu bénéficier de logements SAS, intermédiaires entre les terrains et des logements sociaux. Pour les 32 familles restantes, tout reste donc à faire. La proposition de rénovation des 3 maisons, qui permettra de loger 5 familles, s'appuie sur une opportunité de subvention de l'État. Quelles seront les suites données à ce projet d'inclusion des populations migrantes non sédentarisées, surtout si les subventions ne sont pas reconduites? Et quel objectif de temps vous donnez-vous pour loger les familles encore installées sur les terrains? Par ailleurs, comme cela est signalé dans le livret, il est fait mention de la tension sur le logement social dans la métropole nantaise. Il nous semble nécessaire et urgent de reposer la question du logement social et de sa place dans les nombreux projets de construction dans la métropole. Nous nous interrogeons aussi sur le nombre de logements d'urgence disponibles dans la ville. À cette interrogation, réactivée pendant le confinement de la population et face au risque accru de violences familiales, nous n'avions pas obtenu de réponse précise de la part de la mairie. Puisque nous avons évoqué la question de la transparence et de l'information à destination des Reuséennes et Reuséens, il nous semble que ces informations auraient toute leur place sur le site de la ville. Merci. Une autre intervention? Une réponse, Monsieur Mosser. Juste, évidemment, que nous voterons cette délibération. Je l'ai dit tout à l'heure parce que c'est dans la continuité des travaux qu'on avait menés. Le logement est évidemment un élément essentiel pour ces familles, mais ce n'est pas le seul. Et il y a un travail qui s'est opéré avec des associations pour permettre aussi aux jeunes et moins jeunes de ces populations, de ces personnes, de pouvoir s'insérer dans notre société à travers soit des associations sportives, soit d'autres associations. Et j'espère, et nous serons vigilants, que ce travail continuera à se faire, soit au sein de l'Office municipal des sports avec les associations concernées, soit en relation avec l'association Comige. Voilà. Monsieur Chussot, en réponse. Oui, je vais essayer de donner quelques éléments de réponse, bien que c'est vrai que la prise de fonction cette semaine ne m'a pas permis de prendre connaissance de l'intégralité des dossiers. En tout cas, sur la question des terrains d'insertion qui accueillent les MENS, on a fait acte de présence aussi cette semaine avec Monsieur le maire et Monsieur Faes aussi pour se présenter et puis pour voir aussi la situation sur ces terrains. Des familles vont d'ailleurs intégrer du logement pendant l'été. Il va y avoir de nouvelles familles qui vont sortir des terrains. Donc c'est plutôt une phase très positive. Après, sur la question de l'évaluation de la durée et des dispositifs, c'est en cours de discussion. Il faudra évidemment, je pense que lors d'un prochain conseil municipal, faire un bilan aussi de ce qui a été fait sur les 2 dernières années, sachant que les terrains devaient être fermés au bout de 2 ans, et donc de voir jusqu'à quand on peut les prolonger et avec quel financement, sachant que sur l'accompagnement social qui est cofinancé notamment par le conseil départemental, il faudra voir aussi si on peut prolonger aussi cet accompagnement. Il y a aussi l'association Trajet qui intervient fortement sur la question des emplois, et je sais que là il y a 2 personnes qui sont en emploi aidé et qui vont avoir une issue positive aussi par rapport à l'insertion. Et concernant les jeunes migrants, il y avait à peu près une vingtaine de jeunes, dont 4 ou 5 femmes. Et sur les 20, il en reste 15, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même aussi des issues positives. Il faut savoir que c'est un gros travail d'accompagnement social, de dialogue, un travail administratif aussi, parce que souvent les personnes qui sont sur ces terrains ou les jeunes exilés sont souvent sans droit et très démunis par rapport à la charge administrative. Donc quand on part du départ de l'accompagnement, on part de zéro. Et bien souvent, ça prend du temps. Mais il y a des issues positives et je pense qu'on aura tous à cœur aussi de partager une évaluation pour la suite. Merci Loïc. Donc je soumets au vote, si vous le voulez bien. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 3, vous 3? 3 contre. On s'abstient, s'il vous plaît. 3 abstentions.
Délibération numéro 12, autour de la piscine, avec l'expérimentation cet été d'une gratuité pour les usagers de plus de 60 ans. Philippe Audubert. Merci, monsieur le maire. La piscine Victor Jara est ouverte cet été tous les jours, selon des créneaux réaménagés, afin de tenir compte des précautions sanitaires liées aux suites de l'épidémie de coronavirus. Ainsi, cet équipement municipal fonctionne selon des créneaux de 2 heures de baignade, 4 créneaux en semaine et 3 le week-end, permettant une désinfection des locaux entre chaque créneau. Afin de favoriser l'accès aux personnes de plus de 60 ans, il est proposé au conseil municipal de mettre en œuvre une gratuité pour les usagers reuséens âgés de plus de 60 ans pendant les vacances scolaires de cet été à partir du 11 juillet et jusqu'au 31 août 2020. Et pour le créneau correspondant à 10h30, de 10h30 à 12h, du lundi au vendredi, ce créneau étant susceptible d'ajustement horaire en fonction des évolutions sanitaires éventuelles. Afin d'établir une carte de gratuité individuelle, il sera demandé un justificatif de domicile de moins de 3 mois et un document officiel permettant de justifier l'âge de la personne. Le conseil municipal est invité à prendre connaissance et à approuver cette nouvelle grille tarifaire. Merci. Merci, monsieur Audubert. Une intervention ? Monsieur Vendée ? Merci. Rosée à gauche toute manque de temps pour apprécier pleinement ce dossier. Il nous semble que la demande de l'association Rosée Senior portait initialement sur un usage réservé d'une partie de l'équipement de la piscine, alors qu'ici la proposition porte sur une gratuité d'accès pour les publics au-delà d'un certain âge, sans garantie finalement d'avoir des places dédiées dans l'équipement. Nous comprenons les questions que pose cette demande en termes d'accès éventuellement inégal des Roséennes et des Roséens à la piscine municipale selon leur âge, et ce, d'autant plus que la jauge du public accueilli est actuellement fortement réduite dans le cadre des mesures sanitaires de lutte contre le coronavirus. Néanmoins, proposer en réponse une gratuité pour une tranche d'âge du public nous semble peu approprié. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur ce vote. Nous suivrons cette expérimentation estivale et le bilan qui en sera tiré, afin de voir comment mieux accueillir dans cet équipement municipal l'ensemble des publics de la commune selon leurs besoins. Et pourquoi pas de se réinterroger plus généralement sur le sens que l'on souhaite donner au principe de gratuité des services publics. Merci. Monsieur Mosser, vous voulez intervenir ? Oui. Merci, monsieur le maire. J'ai entendu l'intervention là et je vais me permettre de revenir puisque cette délibération fait partie de la jonction entre l'ancienne mandature et la nouvelle. Donc je me permets d'intervenir. Effectivement, nous avions reçu Rosée Senior qui avait cette demande d'avoir une ligne d'eau pendant les vacances scolaires pour eux. Et on leur a proposé cette solution et ils ont vraiment préféré cette solution. C'est-à-dire qu'ils n'imaginaient pas pouvoir avoir la gratuité pour tous les matins lors des vacances d'été. Je tiens à rappeler que c'était aussi en accord avec l'équité au sein d'un équipement public, puisque tous les personnes de plus de 60 ans, et non pas seulement ceux qui étaient adhérents de Rosée Senior, peuvent bénéficier de ce service. Donc voilà comment c'est fait, et Rosée Senior est reparti. C'était vraiment aussi un intérêt commun à eux, et aussi pour qu'ils travaillent effectivement avec une tranche de personnes qui ont plus de 60 ans, mais tous les plus de 60 ans ne sont pas Rosée Senior. Donc cette mesure leur convenait parfaitement. Je complète les propos par le fait de dire que c'est une expérimentation, bien évidemment. Il s'agira d'évaluer. Il s'agit aussi de répondre à une demande qui est celle de seniors plus de 60 ans. Évidemment, cette expérimentation n'est pas forcément pérenne. On en tirera toutes les conclusions. Il était important quand même si l'accès est limité à cause des normes évidemment à prendre, de précautions sanitaires, que ce créneau du matin est quand même peu utilisé. Donc il sera aussi regardé cette fréquentation, si effectivement elle devient trop importante et génère peut-être une frustration.
Mais c'est une expérimentation et comme toute expérimentation, elle mérite d'être faite et on mérite aussi de la tenter. Donc je la soumets au vote. Qui? Monsieur Louarn. Monsieur le forestier, mais pardon, le forestier. Juste pour répondre d'un point de vue bon sens et de sanitaire, je ne vais pas discuter sur la gratuité ou pas de la piscine. Par contre, il serait peut-être bon d'ouvrir un créneau pour les personnes à risque, donc les personnes âgées, qu'il n'y ait pas de deux publics lorsqu'il y a des jeunes et des personnes âgées dans le même enceinte. Là, ça peut poser des problèmes. Alors que la solution, ce serait peut-être plutôt de dégager un créneau horaire avec un nettoyage et ensuite un autre public pourrait rejoindre cet équipement municipal. La gratuité. Je crois que toutes les mesures sont prises à la piscine pour que justement le nettoyage et la désinfection soient. Ça j'en doute pas. C'était juste d'avoir des créneaux spéciaux en fonction peut-être de critères d'âge. Voilà, c'est une réflexion. Merci, monsieur le maire. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 3. Pardon, excusez-moi. Vous vous abstenez? Ça fait 6. Je crois qu'on a une déclaration en cette fin de conseil, car nous avons vu toutes les délibérations. Une déclaration à 2 voix, me semble-t-il. Monsieur Vendée. Oui, merci à nouveau. Oui, ce sera une déclaration à 2 voix. Je la partagerai avec Fabienne Delétang. Monsieur le maire, chers collègues, la ville de Rezé entretient depuis plus de 10 ans des liens de coopération et d'amitié avec la Palestine, en particulier avec la ville d'Aboudis, dans la banlieue de Jérusalem. Sans relâche, la ville a réaffirmé sa solidarité avec le peuple palestinien dans la défense de son combat pour la création d'un État indépendant, viable et démocratique, vivant en paix et en sécurité aux côtés d'Israël. Et ce n'est malheureusement pas le chemin que prend Israël en voulant annexer un tiers du territoire palestinien. C'est avec consternation et colère que nous avions appris le 30 juin l'arrestation de notre compatriote Salah Hamouri, avocat franco-palestinien, qui défend les prisonniers et prisonnières politiques de Palestine, dont celles et ceux d'Aboudis. Salah Hamouri se rendait à Jérusalem pour faire un test Covid-19 obligatoire afin de prendre l'avion et de rejoindre sa famille en France le 4 juillet, sachant que sa femme et son fils sont interdits de séjour en Israël. Cette arrestation arbitraire s'inscrit dans un processus d'acharnement, puisque c'est la 3e arrestation de Salah Hamouri depuis 2005. Je rappelle qu'une première arrestation lui a fait passer plus de 6 ans dans les prisons israéliennes, de mars 2005 à décembre 2011. Puis en août 2017, il est arrêté et placé à nouveau en détention administrative, c'est-à-dire sans inculpation et sans jugement. Il n'en sort que 13 mois plus tard. De plus, le 20 mai dernier, il a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement à Ramallah par les forces spéciales israéliennes. En France, de nombreux comités de soutien se sont créés et mobilisés pour la libération de ce militant de la paix. À Rezé, la ville s'est engagée de plusieurs manières dans la défense et le soutien de Salah Hamouri. Un vœu a été adopté en conseil municipal le 27 septembre 2017, puis en 2018, une bannière avec son portrait et celui de Ahed Tamimi a été accroché plusieurs mois sur le fronton de la mairie. Pour rappel, Ahed Tamimi est la plus jeune adolescente palestinienne, et la jeune, pas la plus jeune, qui lors d'une manifestation en Cisjordanie en décembre 2017 a giflé un soldat israélien et a été emprisonnée 6 mois pour ce geste. Et enfin, Salah Hamouri a été reçu à la mairie de Rezé le 23 janvier 2020 lors de sa venue au Festival du film palestinien pour témoigner sur la situation des 5500 prisonniers et prisonnières politiques, dont nombre d'habitants de la ville d'Aboudis. C'est avec un profond soulagement que nous avons appris le mardi 7 juillet la remise en liberté sous condition de notre compatriote. C'est la mobilisation de nombreux élus parlementaires, élus en Loire-Atlantique, dont le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, Philippe Grosvalet, mais aussi de nombreux citoyens, dont des Rezéens et Rezéens, ayant interpellé le président de la République et le ministre des Affaires étrangères, qui a permis la pleine mobilisation des autorités françaises et sa libération.
Nous, élus roséens, resterons vigilants pour la liberté de circulation et de travail d'avocats de Salah Hamouri. Merci. Merci. Il ne s'agit pas d'un vœu, il s'agit d'une déclaration, puisque nous n'avons pas évidemment eu le temps encore de remettre en place, on parlait des commissions, mais aussi cette commission des vœux. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce deuxième conseil municipal. La séance est levée. Bonne soirée et à bientôt. Ah, vous vouliez intervenir? Oui, si c'est pas trop tard, monsieur. Non, allez-y. Oui, merci, ouais. Monsieur le maire, chers collègues, je voulais aborder deux sujets. La période exceptionnelle que nous traversons est une période de fort changement, comme vous le savez, d'incertitude. Je voudrais aborder deux points. Le premier, c'est la rentrée des classes. Cette année sera une rentrée des classes très attendue. En effet, nombre de parents, d'élèves et d'enseignants espèrent que l'école va pouvoir reprendre normalement ce 1er septembre prochain. La lutte contre les inégalités est au cœur des missions de l'école. Poursuivre et renforcer la continuité pédagogique pour tous les élèves est indispensable avec un retour pour tous les élèves dans nos écoles. Ce retour de nos enfants dans les écoles permettra aussi aux parents d'élèves de retrouver de la sérénité dans leur organisation familiale et dans leurs activités professionnelles. Ainsi, tout en gardant à l'esprit les recommandations du gouvernement de distanciation sociale, nous espérons que les classes sur Rezé pourront être en nombre suffisant pour accueillir tous les élèves. Il en va de notre responsabilité d'élus et nous serons très attentifs à ce que cette rentrée se passe au mieux. Donc voilà le premier point. Un deuxième point concerne la relance économique sur la ville de Rezé. Donc la relance économique doit faire partie également de toute notre attention, car de nombreux emplois sont en jeu sur notre ville. Vous n'êtes pas sans savoir que l'activité professionnelle est là aussi une source d'équilibre pour les familles, bien sûr d'un point de vue économique, mais plus encore d'un point de vue psychologique. Aussi, nous vous posons la question de savoir si la municipalité, à la rentrée prochaine, a prévu un plan de relance de l'économie pour les artisans et les petits commerçants. Et nous vous remercions pour vos réponses. La première réponse, je ne l'ai pas. Évidemment que je souhaite une rentrée la plus apaisée possible, la meilleure possible, avec en plus des créations de classes. Il faut savoir quand même qu'en ce moment, le Covid existe bel et bien chez nous. Des foyers clusters sont de plus en plus présents au sein même des Pays de la Loire, notamment en Mayenne, où se développe une propagation effectivement du Covid. L'alerte est réelle et j'ose espérer qu'à la rentrée, on puisse reprendre dans les écoles avec le plus de sérénité possible. En tout état de cause, dans ce genre de crise, il est évident que nous devons répondre à un protocole. Ce protocole, il a été mis en place. Nous constatons aujourd'hui que pendant ces périodes estivales, maintenir une cellule de veille opérationnelle est indispensable pour pouvoir évidemment réagir à la rentrée s'il fallait le faire, est en capacité de le faire, et nous le serons en espérant évidemment que tous les enfants puissent reprendre tranquillement l'école. Si tel n'était pas le cas, il est évident qu'un protocole exige que le nombre d'enfants ne puisse pas être le même, donc on ne peut pas avoir tout le monde à l'école avec un protocole à respecter. Tout ça, c'est dans un deuxième temps que j'espère très lointain, voire absent, mais il faut s'y préparer et nous nous y préparerons. Quant au commerce, ça ne vous a pas échappé que nous avons donc une délégation qui n'existait pas jusqu'à présent, celle aussi de développer l'économie solidaire, les circuits courts. On a aussi une délégation en lien avec la métropole sur le commerce et évidemment sur le soutien au commerce roséen, car il est important en ces moments difficiles de reprise délicate, avec les annonces aussi faites sur les grands groupes, comme je le disais vendredi dernier, d'être solidaires et d'être porteurs de projets, et nous aurons une feuille de route en ce sens à la ville de Rezé.
Je vous remercie. Et puis, il n'y avait plus personne. Eh bien, je lève la séance du conseil municipal. Merci beaucoup et bon week-end à tous.